Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'interview à la une, l'émission de la rédaction de Nice Matin en partenariat avec Radio Émotion, une émission à retrouver sur les réseaux sociaux et les sites internet de Radio Émotion et de Nice Matin. Pour ce nouveau numéro de l'interview à la une, nous recevons aujourd'hui Jean Leonetti, maire Les Républicains d'Antibes, président de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis et ancien ministre. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour Monsieur Caro. Jean Leonetti, une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites est prévue mardi prochain. Cette réforme ne passe pas auprès des Français si l'on en croit les sondages. Est-ce que vous comprenez les réticences ? Oui, on les comprend. À la fois les Républicains, il faut qu'ils soient cohérents et honnêtes avec eux-mêmes. On a toujours défendu l'idée qu'il fallait rééquilibrer le système. Et le rééquilibrer, obligatoirement, ça passe par une mesure d'âge. Mais pas que. Et je pense que le gouvernement a commis plusieurs erreurs. La première, c'est que Emmanuel Macron lui-même a changé d'avis. Rappelons-nous quand même, il y a simplement 3 ans, il expliquait que repousser l'âge de la retraite, c'était une hypocrisie. Voilà. Donc il a changé d'avis et donc ça déstabilise un tout petit peu sa majorité. Le deuxième point, c'est que il a présenté cette réforme comme une réforme purement comptable. Alors que cette réforme aurait dû être une réforme solidarité, de fraternité intergénérationnelle. Et donc, il se trouve piégé dans un système dans lequel, un jour c'est les femmes, un jour c'est les carrières longues, un jour c'est les métiers pénibles, qui revendiquent tout à fait légitimement le fait que cette réforme soit juste. Voilà. Que la solidarité s'effectue de manière juste. Et donc, je pense que il l'a dit lui-même, le gouvernement l'a dit, on arrive devant l'Assemblée nationale et le Sénat, ce texte doit être enrichi. Non pas enrichi en disant on va en faire plus, mais vers plus de justice et plus de solidarité. Quels sont, Jean Leonetti, selon vous, les points qui aujourd'hui doivent être améliorés ? Alors, le premier point qui doit être amélioré, sur lequel les Républicains ont mis l'accent, et je pense qu'ils vont aboutir, c'est revaloriser les petites retraites. 1200 euros, c'est quand même pas une situation exceptionnelle. Les gens qui ont cotisé toute leur vie, c'est logique qu'il ait ce minimum. Ce point, il était acté pour les nouvelles générations, il faut qu'il soit acté pour tout le monde. Au moins, ceux qui aujourd'hui ont une petite retraite la verront revalorisée. Le deuxième point, c'est ce piège sur les femmes. Le fait d'avoir une mesure qui pénalise les femmes dans certaines circonstances, je veux dire, c'est complexe le problème des retraites, c'est pas acceptable. Enfin, il reste les deux problèmes des carrières longues et de la pénibilité. Cotiser 44 ans dans une carrière longue, là aussi, il faut qu'on réduise cette dimension pour faire en sorte que ceux qui commencent avant 20 ans, avant 18 ans, ils puissent partir à la retraite à 62 ans. Et enfin, c'est généralement ceux-là qui font des métiers pénibles. Et la pénibilité, elle doit être clarifiée. Tout n'est pas pénible, mais enfin, quand on est à l'intérieur d'un bureau toute la journée, c'est quand même pas la même pénibilité que de travailler en horaire décalé ou de travailler à l'extérieur, au cœur des intempéries, et du froid et de la pluie. Donc, je crois qu'il y a un travail encore à faire. Le gouvernement a fait une mesure comptable. Je dirais même qu'il a commis une erreur supplémentaire, c'est d'expliquer que finalement, avec cette réforme, il allait pouvoir financer autre chose. Il allait financer la dépendance, il allait en fait compenser le quoi qu'il en coûte. Une réforme des retraites, ça réforme les retraites pour les actifs et pour les retraités. Et ça ne doit pas servir de banque ou de coffre pour d'autres projets ou d'autres difficultés. Si vous étiez encore député, cette réforme, est-ce que vous la voteriez ? Je la voterai, j'accepterai l'idée qu'il y a une réforme. Ensuite, j'accepterai qu'il y ait une mesure d'âge. Mais je me battrai, comme le feront les Républicains, pour faire en sorte qu'à la fin, les plus fragiles, les métiers les plus pénibles, ceux qui ont commencé le plus tôt, les femmes, ne soient pas pénalisés par cette réforme. Et donc je pense qu'on doit pouvoir arriver à une convergence. Puis si on n'y arrive pas, voilà, le gouvernement, il aura les armes qu'on connaît du 47.1 et du 49.3.
Alors Éric Ciotti a discuté avec la Première ministre Elisabeth Borne. Éric Ciotti a décidé de soutenir la réforme. On voit que ça fait vraiment débat au sein du groupe Les Républicains. Est-ce que ça ne risque pas de continuer à diviser les Républicains ? Non, parce que je pense que Éric Ciotti a une attitude à la fois responsable et en même temps constructive. Responsable, ça veut dire la mesure d'âge, nous l'avons proposée lorsque nous étions au gouvernement. Nous avons vocation à être un parti de gouvernement. Et donc il est assez logique que la mesure d'âge ne soit pas un obstacle, comme le font d'autres partis politiques, pour accompagner cette réforme. Mais ça ne veut pas dire qu'on a donné un chèque en blanc. Ça veut aussi dire que cette responsabilité, c'est que, ayant besoin des LR, on n'est pas là pour faire monter les enchères, mais on n'est pas là non plus pour être les supplétifs. Jean Leonetti, vous avez été un temps président par intérim des Républicains en 2019. Aujourd'hui, Éric Ciotti est le nouveau président du parti. Est-ce que c'est l'homme de la situation ? C'est l'homme de la situation. Il est sur une ligne qui est... D'abord, il a été élu. Donc, c'est la première des choses. Ensuite, il a été capable de rassembler l'ensemble des concurrents autour de lui. Et puis, enfin, contrairement à ce qu'on peut penser, je disais l'autre jour que les hommes gagnent à être connus, et je pense qu'Éric Ciotti fait partie de cela. Il n'est pas sur une ligne rigide. Si vous me demandez une analyse, vous n'aurez pas de difficulté à constater que mes positionnements ne sont pas exactement les mêmes de celui d'Éric Ciotti. Mais je sais bien qu'à l'intérieur du parti, c'est une droite forte qui est préconisée plutôt qu'une droite sociale ou humaniste. Vous qui le connaissez bien, Éric Ciotti aujourd'hui, il doit tout changer à LR du sol au plafond. Alors, moi, il me confie une mission en confiance. Parce qu'il connaît à la fois ma loyauté et ma liberté. Votre mission, donc, c'est... Ma mission, c'est d'essayer de préfigurer une fondation. Mais pourquoi faire une fondation ? Si on fait une fondation, ça veut dire qu'il faut renouveler notre logiciel et qu'il faut ouvrir à d'autres idées. Au fond, si j'étais critique sévère vis-à-vis de mon parti ou de ma famille politique, je dirais qu'on dit à peu près la même chose depuis 2002. Je dirais presque qu'on dit presque toujours la même chose depuis 2007, ça certainement. Mais vous n'êtes plus audible aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre l'ensemble des partis politiques et l'opinion des Français. Entre l'ensemble des partis politiques, le nôtre compris, et l'évolution d'une société. Eh bien, il faut, je dirais, se remettre dans l'actualité, ne pas changer les valeurs. Les valeurs, c'est immuable. Mais essayer de voir comment, sur des problématiques majeures que rencontre notre pays, on peut avoir une vision ouverte, moderne, y compris en faisant participer à ce débat des gens qui ne sont pas de notre avis. C'est ça l'ouverture, et au fond, cette ouverture, c'est une richesse. Donc, on parle d'immigration. Moi, je constate que le Danemark, qui est un pays géré par des socialistes, arrive à maintenir son immigration. Je vois que le Canada est un pays qui arrive à réussir son intégration avec un parcours extrêmement sévère et exigeant, mais en même temps très capable de faire en sorte que les gens qui viennent s'assimilent. Je vois que sur la santé, il y a d'autres modèles qui coûtent moins cher que le nôtre et qui sont plus efficaces, ou du moins aussi efficaces. Je vois que sur l'éducation, on a une faillite de notre monde éducatif et en particulier de l'école, et que là aussi, il faut, avec des partenaires comme les collectivités territoriales, accompagner nos enfants sur les savoirs fondamentaux et sur l'ouverture au monde. Donc, je pense qu'il y a un grand chantier de modernité. On a eu une période de léthargie. La France a eu une période de léthargie, l'Europe d'ailleurs, le monde. Pendant la période Covid, on se réveille et on dit « Tiens, le monde a changé ». Non, le monde n'a pas changé. Le monde a changé et pendant ce temps-là, eh bien, on s'est confiné. Eh bien, déconfinons-nous maintenant et regardons le monde. Et je vais vous poser un dernier sujet, le travail. On dit les Français ont changé après le Covid vis-à-vis du travail. Ils veulent que le travail soit non pas une obligation et un salaire, mais aussi un épanouissement. Tant mieux. Essayons de voir comment, dans un monde dans lequel le télétravail existe, un monde dans lequel l'horaire a moins de valeur que la mission
pour beaucoup de métiers, comment on peut revaloriser le travail par rapport à l'aide sociale et faire en sorte que ce travail soit un épanouissement et un objectif. Ben, ça, c'est, à mon avis, l'idée que la droite française républicaine est à la fois libérale et humaniste. Ça me paraît un bon projet. C'est un grand chantier, je ne le mènerai pas seul, mais je suis très heureux et très fier de la confiance d'Éric Ciotti de m'avoir confié cette mission. Alors, vous avez évoqué le sujet de la santé. La situation des hôpitaux en France est extrêmement préoccupante. On l'a vu pas loin d'ici, les urgences de Fréjus ont fermé pendant plusieurs jours. Comment on peut sortir de cette situation ? Il y a plusieurs voies pour sortir, mais si je disais, vous me demandiez comment on peut en sortir rapidement, d'abord, sortir des carcans administratifs. Il y a des choses qui sont à peu près évidentes. Hier, on faisait des vœux à l'hôpital d'Antibes. À l'hôpital d'Antibes, on voit bien qu'il y a une nécessité absolue de réorganiser les urgences, qui est la base de Il est en crise, l'hôpital d'Antibes, ou il y échappe à peu près ? Il est un peu moins en crise que les autres. Mais pourquoi on a ces dédales administratifs, ces complications de gestion qui font que on a l'impression qu'on repousse toujours l'échéance, il manque toujours un papier, il manque toujours une concertation, il manque toujours un avis. Mais c'est évident, allons-y, on le voit, c'est urgent, c'est évident, faisons-le. Et quand on discute avec les ARS, ils sont aussi de cet avis. Donc je crois que d'abord se débarrasser des carcans administratifs qui occupent beaucoup de temps de soignants et qui, je dirais, paralysent un projet. Le deuxième point, c'est que moi je suis pour une convergence et une coopération entre le public et le privé. On ne peut pas continuer à dire l'hôpital il fait tout, il fait la vaccination, il fait la rage de dents de 2 heures du matin, il fait aussi le polytraumatisé sur l'autoroute qui arrive en même temps, il ne peut pas tout faire. Donc il faut retrouver une coordination entre le monde des cliniques privées, des hôpitaux privés, de l'hôpital public et du monde libéral. Aujourd'hui, on vit dans un monde cloisonné. Et la première des choses à faire, c'est décloisonner. Et puis on voit bien qu'il y a 2 impacts. Revaloriser le métier de l'infirmière avec des infirmières qui peuvent prendre des responsabilités médicales, en prévention, en technique. Et enfin, on voit bien que le numérique nous aide considérablement. Aujourd'hui, on peut faire analyser par l'intelligence artificielle un certain nombre de résultats qui ne sont pas la substitution du médecin, mais qui sont une aide considérable pour avancer dans le diagnostic et les thérapeutiques de demain. Alors, donc la modernité et se débarrasser des carcans administratifs, c'est la première des priorités. Faute de médecins, un certain nombre d'hôpitaux recourent à des médecins intérimaires qui sont parfois rémunérés plus de 2 000 € la journée de garde. Est-ce qu'il faut réguler ce système ? Il est le témoin de la faillite du système. Vous avez un chirurgien qui a un salaire mensuel, qui opère, et qui a un anesthésiste qui a été recruté, comme vous le dites, et qui va gagner 1 000 € dans la journée. Comment vous pouvez faire cohabiter des systèmes aussi injustes ? Voilà. Je pense que si on remet les choses à plat, il faudra évidemment que la pénibilité soit revalorisée. Ceux qui travaillent la nuit, ceux qui travaillent en horaire décalé, ceux qui sont soumis à la pression des urgences, qui aussi est une pression maintenant avec violence. Quelquefois, il faut mieux les rémunérer. Mais on ne réglera pas le problème uniquement à coup de chèque. On réglera le problème si on repense la structure. Le ministre de la Santé que j'ai rencontré dit le système de santé français est à bout de souffle. Eh bien, il faut lui donner un second souffle et travailler sur une restructuration globale plutôt que de continuer à avoir un hospitalocentrisme qui fait que l'hôpital fait tout et qu'il n'arrivera plus demain à tout faire. Emmanuel Macron a lancé une convention citoyenne fin de vie. 180 citoyens réfléchissent en ce moment. Ils ont jusqu'au 19 mars pour faire des propositions. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette convention ? L'idée des États généraux, d'en revendiquer la paternité, mais en 2011, on l'a mis dans la loi. Et on l'a mis dans la loi au sujet des lois bioéthiques. Et on a dit, il y a 3 volets. Il y a un premier volet qui est que tous les comités d'éthique français soient mobilisés pour réfléchir sur ces questions-là.
Ensuite, qu'on ait un panel citoyen, c'est ce que vous évoquez, et enfin qu'on ait un site internet ouvert à tous, qui explique les situations et qui recueille les avis. Là, le choix du gouvernement, c'est de ne faire que le panel citoyen. Donc, Ça limite. Il se met dans une situation de handicap. Et la deuxième situation de handicap, c'est qu'il demande des résultats rapides. Nous, on avait mis 1 an quand même de concertation. Et sur ces sujets qui sont complexes, intimes, douloureux, il y a intérêt à écouter, à les visiter, à regarder ce que c'est qu'un soin palliatif, à comprendre pourquoi 26 départements n'en sont toujours pas pourvus, réfléchir à est-ce qu'on veut faire des lois pour les gens qui vont mourir ou est-ce qu'on veut faire des lois pour les gens qui veulent mourir. Et donc, je crois que ça manque de clarté. Et en réalité, on a un peu l'impression que on cherche une loi qui légalise l'euthanasie ou le suicide assisté. Donc, pourquoi ne pas le dire, hein? Sauf que si vous avez 26 départements où il n'y a pas de soins palliatifs, et qu'on sait que quand on est admis dans les soins palliatifs, où il y a le non-abandon, la non-souffrance, le non-acharnement thérapeutique, une compétence et une valeur humaine forte, la demande de mort est divisée par 5. Est-ce qu'il n'y aura pas une inégalité des Français devant la loi selon que vous vous trouvez dans un département pourvu ou non pourvu? Est-ce qu'on va donner la mort à celui qui le demande dans le département dans lequel il n'y a pas de soins palliatifs? Donc il me semble que le préalable, c'est de faire appliquer les lois antérieures. Elles ont été votées à l'unanimité, je le rappelle. Et donc peut-être que la première étape, c'est la mettre en œuvre, ce qu'on a décidé, et puis avoir un débat, qui n'est pas un débat illégitime, mais qui est un débat intéressant. Je dirais c'est même un débat éthique fondamental. C'est une éthique de la vulnérabilité qui dit je te protège, nous te protégeons, contre une éthique de l'autonomie, de la liberté qui dit c'est mon choix et je décide. Eh bien, le curseur doit être au milieu. Quand vous avez quelqu'un qui se suicide et qui arrive à l'hôpital, on le sauve. Et pourtant, on va contre sa volonté. En tout cas, contre sa volonté de l'instant. Mais la liberté, c'est aussi de changer d'avis. Et la société doit donner du goût à la vie, plutôt que de se précipiter à donner la mort à celui qui est malheureux ou qui souffre. Donc, je pense que c'est un sujet complexe. Ça mériterait mieux que un débat dont on sait très bien que le président de la République l'a dit. Il a dit, on fera une loi comme la Belgique. Bon, mais c'est pas la peine de faire alors, je dirais, une organisation qui fait semblant de dire qu'on va aboutir à ça. Mais surtout, donnons les moyens à ceux qui accompagnent les gens qui souffrent pour que 98% des Français aient la capacité, la possibilité de mourir dignement, sans souffrance, sans abandon et sans qu'on s'acharne. Alors, on va parler un petit peu d'Antibes. Vous avez été réélu pour un 5e mandat en 2020. Quelle part de votre programme a d'ores et déjà été mis en œuvre? Écoutez, j'ai une boussole et un inventaire. J'ai la faiblesse maintenant, avec l'expérience, d'écrire un texte et de cibler toutes les mesures qu'on va mettre en place. Donc, on va arriver à mi-mandat. Donc, c'est important de regarder si ce que nous avons dit, nous l'avons fait. Donc, il y a eu un retard sur un certain nombre de bâtiments, hein. C'est une évidence, c'est pas une spécificité antiboise. Et je dirais qu'on a quand même réussi à sortir le conservatoire de musique, à faire en sorte que un certain nombre de voies et le bus tram continue sa route. En revanche, sur le reste, on a pratiquement bouclé le projet. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter. Par exemple, on a dit on va faire 20 jardins et parcs à l'intérieur. On veut une ville-jardin, une ville-parc. Bon, ils sont faits. Mais on va probablement doubler la dose. Et c'est légitime. On a dit on va faire un bus-tram gratuit pendant le mandat. C'est déjà fait. On a dit on va faire en sorte qu'on exerce une solidarité très forte avec, dans les cantines, le repas à 1 euro pour les plus modestes. C'est fait. Le repas à moins de 2 euros pour les personnes âgées en situation de difficulté. C'est fait. La capacité, effectivement, à ne pas toucher à nos impôts et à plutôt les baisser. C'est fait. Donc, il y a un certain nombre d'éléments où on a une ville qui est à la fois extrêmement dynamique,
puisqu'elle continue à bâtir, qu'elle se trouve dans une situation financière confortable, et puis une ville solidaire. Une ville comme la nôtre, Côte d'Azur, avec un quai des milliardaires, avec un Sophia Antipolis, avec une qualité de vie de la plupart des gens, ne peut pas ne pas être solidaire. La fraternité, elle doit être l'exigence des villes dynamiques, et c'est notre objectif, une ville dynamique et solidaire. Vous évoquez la situation financière d'Antibes. Il n'en reste pas moins qu'il y a une dette élevée. Est-ce que c'est effectivement le cas ? Alors la dette, qui est un sujet à la fois polémique et toujours intéressant, il faut la regarder avec d'autres paramètres. Si par exemple les Antibois avaient les mêmes impôts que les villes voisines, il n'y aurait pas de dette. Ensuite, quel est le délai pour rembourser cette dette ? Vous vous rappelez du pacte de Cahors que le gouvernement avait mis en place. Il avait dit une dette saine, c'est une dette qu'on rembourse en moins de 12 ans. Bien, regardez ce paramètre-là. C'est le plus intéressant. Parce que si la ville a beaucoup de revenus, vous remboursez facilement votre dette. Si la ville, au contraire, est déjà en grande difficulté, en précarité, même la petite dette est difficile à rembourser. Donc nous, on est très largement au-dessous des 12 ans, mais regardez ce paramètre que le gouvernement avait mis en place. C'est un critère qui est, à mon avis, plus objectif que la dette par habitant. Ensuite, la dette par habitant d'une ville ne veut plus rien dire. Parce que quand vous avez une ville qui est dans une métropole, une ville qui est dans une communauté d'agglomération, il faut regarder globalement la dette de la ville et de ce qu'on a transféré à l'organisme, à l'établissement public qui gère la collectivité et les plusieurs villes, et voir quelle est la part de responsabilité dans la dette. Alors, quand on transfère des compétences, on transfère la dette aussi. Donc on peut très bien dire, si la ville d'Antibes transfère toutes ses compétences à l'agglo, la ville d'Antibes sera pas du tout endettée, mais l'agglo le sera. Alors justement, qu'est-ce que vous répondez au maire de Nice, Christian Estrosi, qui dit que la dette par habitant d'Antibes est beaucoup plus élevée que celle de Nice, 2733 € à Antibes et 1499 pour Nice? Il a raison, mais regardons la dette de la métropole et regardons la dette de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis et regardons surtout le délai avec lequel on peut rembourser la dette. Enfin, moi, je n'ai pas envie de faire des polémiques là-dessus. La dette, je veux dire, heureusement qu'il y a une dette, heureusement qu'on l'a faite, et heureusement qu'on l'a fait dans la période où l'argent était facile. Nous, ça fait 3 ans qu'on n'emprunte plus, parce qu'on voit bien qu'il y a une modification des taux d'intérêt et qu'on n'a pas intérêt à emprunter. Mais quand l'argent valait peu cher, la dynamique intelligente d'une gestion financière, c'était d'avoir de la dette. Après, David, lui, il avait une dette colossale, il a réduite, et il a, avec David Lisnard à Cannes. Oui, David Lisnard, avec beaucoup de gestion, mais il reste que nous avons, à Cannes et Antibes, à peu près la même dette, ville agglo comprise. Et bien sûr, la métropole est beaucoup, beaucoup plus endettée que la ville de Nice, puisque la plupart des compétences ont été transférées à la métropole. Donc essayons de regarder ces choses-là, non pas sous un angle polémique, mais sous un angle, je dirais, avec toutes les composantes d'une dette. Si vous gagnez 10 000 € par mois et que vous remboursez 1 000 € parce que vous avez une dette, c'est pas grave. Si vous gagnez 1 500 € par mois et que vous remboursez votre dette à 1 000 €, vous êtes en grande difficulté. Un mot sur Sophia. Sophia Antipolis est née il y a bientôt 54 ans. Quel est son avenir ? Écoutez, je disais récemment à un préfet qui est devenu préfet de région, M. Mirman, que j'ai vécu avec des préfets qui me rencontraient en disant, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, il faut relancer Sophia. Et maintenant, les préfets me disent comment on organise la croissance de Sophia. Sophia Antipolis a une croissance forte, je dirais presque insolente, dans le paysage politique français. Créer 1 000 emplois par an depuis 5 ans. C'est encore le cas ? C'est encore le cas. Et c'est le cas malgré la crise. Je dirais presque que finalement,
la crise a un peu épargné Sophia Antipolis parce que les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui continue à être l'avenir de notre pays. Le fait d'avoir eu la labellisation Institut international d'intelligence artificielle, première technopole française et d'Europe dans ce domaine, ce sont des éléments qui boostent l'avenir. Et enfin, la situation de Sophia Antipolis, c'est que c'est 6 milliards d'euros par an de produits financiers, c'est-à-dire que c'est plus important que le tourisme qui va de Menton à Théoul. C'est dire à quel point il y a une puissance économique qu'il faut qu'on accompagne. Et à la communauté d'agglomération, cette modernité-là, on ne la refuse pas. On va continuer à aller vers la modernité d'une technopole qui contraste avec la difficulté qu'il y a dans les pays européens ou dans certains territoires français. Néanmoins, n'oublions pas l'identité des communes, l'identité du moyen du haut pays, l'enracinement dans le terroir. Si on a fait une bastide de la Violette à Tourette, une maison du terroir au Rouret, si on a développé l'artisanat d'art à Valoris ou à Biot, si on a valorisé la culture avec un grand théâtre qui est aujourd'hui le 2e théâtre de France, un réseau de médiathèques, c'est parce qu'on pense que cette croissance, elle ne doit pas être une croissance désincarnée, elle doit être enracinée dans le terroir et en même temps développer fortement une image culturelle qui est l'image de la Côte d'Azur. L'Agence de développement économique du département Team Côte d'Azur rejoint le nouveau pôle d'attractivité de la métropole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sophia Antipolis, désormais, va faire cavalier seul? Écoutez, j'ai rencontré Christian Estrosi à ce sujet. Là aussi, j'espère qu'il n'y a pas de polémique. On était associés avec la métropole, la communauté d'agglomération, dans un organisme qui s'appelait Team Côte d'Azur. Cet organisme donnait satisfaction. Aujourd'hui, la métropole choisit d'avoir son propre pôle d'attractivité et il y ajoute à cette agence économique le volet touristique qui n'a pas d'intérêt pour Sophia Antipolis. Donc on a choisi de se séparer à l'amiable. Nous, on va garder la structure pour le développement de Sophia Antipolis et Nice et la métropole vont développer une agence de développement comme vous venez de le dire. Nous avons acté cette situation qui n'est pas donc du fait de la communauté d'agglomération, mais un choix de la métropole que je respecte. Et nous avons aussi acté que nous pouvions, dans certains domaines, faire des déplacements à l'étranger, des attractivités internationales qui peuvent être conjointes. Voilà. Il n'est pas interdit que la communauté d'agglomération et la métropole, comme ça s'est passé au MIPIM, on avait des stands à Paris qui étaient l'un en face de l'autre. Christian Estrosi développait des projets métropolitains, je développais des projets sophipolitains. Je pense qu'on peut continuer à se parler, même si on est dissocié dans l'organisme qui gère le développement économique et l'attractivité du territoire. Donc ça peut se faire dans la complémentarité. Ça peut se faire dans la complémentarité. Mais je le rappelle, ce n'est pas une initiative de notre part. Voilà. Une dernière question sur votre personnalité, Jean Leonetti. On vous a souvent, notamment lors de certains épisodes chez les Républicains, qualifié de sage. Est-ce que vous êtes aussi sage que ça, Jean Leonetti? Non, pas du tout. Je suis toujours étonné de ça. Voilà. Bon. J'ai appris dans ma vie, mais très tôt, le respect de l'autre, voilà. Le respect de l'autre, la capacité de l'autre à apporter, même quand il est en contradiction avec ce que je pense, sa part de vérité. Et que cette part de vérité, elle était pas à mépriser. Ensuite, je suis un homme qui cherche le consensus. Je ne cherche pas le consensus mou. 2 présidents de la République m'ont confié des missions avec confiance, Jacques Chirac d'un côté et François Hollande, sur des missions qui étaient des missions sur la fin de vie. Ils m'ont fait confiance, je n'ai pas dérogé à ce en quoi je crois, c'est-à-dire la dignité de la personne humaine, une forme d'humanisme moderne. Et enfin, je préfère un accord qu'un conflit.
Après, s'il faut faire le conflit, si on m'y oblige, je le fais, et je le fais avec la violence nécessaire pour faire triompher ce que je crois être la vérité. Mais pour autant, je n'attaque pas les personnes, et j'attaque quelquefois les projets, quelquefois les idées, et je pense que la politique, dans l'avenir, devrait avoir cette attitude. Après, je suis plutôt un passionné, c'est pas très compatible avec la sagesse. Je suis pas un moine tibétain, et je me passionne quand je vois jouer les Sharks au basket, et je me passionne quand j'applaudis au théâtre Antea. Je me passionne quand je vois l'art urbain dans la ville d'Antibes. Je me passionne quand je vois le musée Picasso. Je me passionne quand je vois nos paysages. Donc voilà, peut-être que je suis un modéré, mais j'aime pas trop non plus ces images de modéré. On dirait toujours que c'est de l'eau tiède, voilà. Et dans l'Évangile et dans l'Apocalypse, il y a écrit « Je vomirai les tièdes ». J'ai pas l'impression que je suis un tiède. Merci beaucoup, C'est Jean moi qui vous Leonetti. remercie. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sophie Donzé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission que vous pouvez retrouver sur nos sites internet, nos réseaux sociaux ainsi que ceux de Radio Émotion. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'interview à la une. Bonne journée et bon week-end à tous.